Bonjour à tous. Je vais essayer de faire vite pour ne pas être trop en retard. Voilà, donc je vais vous parler des relations entre la programmation d'entraînement et le développement de la force. Donc essentiellement, d'un point de vue de ce qui me semble important, c'est de voir comment on peut faire le lien entre le développement de la force et l'entraînement dans l'eau. Donc la structure de performance du nageur en compétition est relativement complexe. Elle dépend de nombreux facteurs qui sont morphologiques, physiques, techniques, mentaux et tactiques. Et tout ça, c'est un système complexe où tous ces facteurs interagissent en permanence entre eux. Donc nous, par souci de facilité et par rapport au thème de l'intervention, on se limitera sur les facteurs techniques et physiques. Donc les facteurs techniques, pour nous, sur le pôle et avec quelques collègues, ils sont essentiellement abordés à travers le modèle théorique de fonctionnement du nageur, qui prend en compte les aspects pédagogiques et biomécaniques. Quant aux aspects physiques, ils sont étroitement liés aux qualités physiques, notamment donc la force, l'endurance, la vitesse et la coordination. Donc le modèle théorique de fonctionnement du nageur, c'est un modèle, donc c'est une représentation du réel, hein, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, mais c'est l'idée qu'on s'en fait en fait. Donc il est relativement simple, et pour nous un nageur est en permanence un projectile et alternativement un propulseur. Donc ce modèle s'inscrit dans une pédagogie de l'action. Donc il ne cherche pas la reproduction d'un geste juste, mais donne plutôt des lignes directrices fortes à l'entraîneur. Et il permet au nageur de se transformer en se focalisant sur une intention en relation avec un résultat à atteindre. Hein, donc c'est vraiment important pour nous, c'est-à-dire qu'à travers ce modèle, on va donner des lignes directrices au nageur qui vont lui permettre de se construire. Ce n'est pas tout à fait l'objet de l'intervention, mais c'est important à un moment donné de rappeler quelles sont les bases de notre mode de fonctionnement. Donc les relations entre la force, l'endurance et la vitesse, on après Malo, pour toutes les activités sportives cycliques comme la natation, donc c'est la structure dynamique et cinétique du cycle qui est déterminante des facteurs de force et de vitesse. Donc ça c'est un peu comment on s'organise, qui est déterminant des facteurs de force et de vitesse, mais aussi la caractéristique énergétique, hein, c'est-à-dire qu'on a une phase propulsive qui permet de créer de la vitesse, qui est consommatrice d'énergie, et on a une phase de retour, elle, qui permet aux muscles propulseurs de se régénérer en énergie. Donc on a également des lois au niveau de la biologie humaine, où il existe un rapport entre les intensités de contraction musculaire, c'est-à-dire les forces mises en jeu, les vitesses de contraction, c'est-à-dire à quelle force on est capable de développer, à quelle vitesse, et la durée de ces contractions, donc en termes de temps et de nombre. Et donc ce rapport est à la base des différentes méthodes d'entraînement pour le développement des qualités de force, d'endurance et de force-endurance, nécessaires donc en fonction des épreuves préparées. C'est-à-dire qu'en fonction d'une épreuve, si c'est un 50, un 100 mètres ou un 1500 mètres, on ne va pas du tout avoir les mêmes qualités de force-endurance à développer. Donc face à la complexité de l'entraînement et la difficulté pour nous d'exprimer les interrelations entre les différents paramètres, on a pris l'option d'aborder ce thème à partir de la démarche que nous avons en tant qu'entraîneur. Donc j'ai repris un peu les propos de Marc Bevelotti avec qui j'ai travaillé. Donc ça part d'un postulat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait exactement. Donc si on fait l'analyse comparative des performances dans l'histoire de la natation, on observe que les nageurs nagent de plus en plus vite, avec de moins en moins de coups de bras à leur distance de compétition. Et donc que ce constat peut être fait entre les meilleurs nageurs d'une même épreuve. C'est-à-dire qu'au jeu, en général, d'une manière générale, les meilleurs nageurs sont ceux qui nagent avec le moins de coups de bras. Donc qu'est-ce qu'on pense? Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'un nageur est en permanence projectile et alternativement un propulseur, qu'il y a différents niveaux d'organisation dans la construction du corps projectile et du corps propulseur, même dans la haute performance. Ça veut dire qu'à un moment donné,
chez les meilleurs nageurs, ils ne s'organisent pas tous de la même manière au niveau de leur corps projectile et de leur corps propulseur. En d'autres termes, ils n'utilisent pas tous les mêmes solutions. Et que ces solutions-là, elles sont construites, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas innées, on peut les construire. Voilà, que la distance par cycle, donc le nombre de coups de bras, est un effet observable de cette construction. C'est-à-dire que les nageurs qui vont nager avec le moins de coups de bras seront des nageurs qui ont construit leur corps projectile et leur corps propulseur. Et c'est pas parce qu'ils nagent avec peu de coups de bras, ça c'est pas une cause. C'est vraiment le résultat de ce qu'ils mettent en œuvre au niveau de leur corps projectile et de leur corps propulseur. Voilà, et que les principales composantes de la performance donc, sont la technique, la force et l'endurance, et plus encore leur interrelation. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est définir précisément ce qu'on veut obtenir pour un nageur, et ce qui est encore mieux, c'est d'obtenir ce que nous avons défini. Donc comment on procède? C'est-à-dire qu'on va déterminer un modèle de performance pour un nageur. Donc bon, j'ai pris un exemple, hein, pour un nageur qui nage une 51-38 par exemple au 200 nage libre, il va s'y prendre d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va passer aux 50 mètres en 26-57 avec un nombre de mouvements, puis il va faire un deuxième 50 en 27-98 à 36 mouvements, etc. Et donc on va déterminer un modèle de performance. Donc on va déterminer une performance objective, donc il y a une 49.2 par exemple, c'est un exemple. Donc pour déterminer cette performance, pour réaliser cette performance, on met en place un modèle, c'est-à-dire qu'il va être capable, pour faire cette performance-là, il va falloir qu'il passe une 26.2 au 50 avec 32 mouvements, et ainsi de suite, 27.6 avec 34, 27.8 avec 35 et 27.6 avec 36. Et ça, ce modèle-là, il sous-tend les transformations que l'on cherche à obtenir, et les moyens que l'on va mettre en œuvre pour les atteindre. C'est-à-dire qu'on ne détermine pas ça au pif, c'est-à-dire que quand on fait ce modèle-là, derrière, on a déjà des pistes et des réflexions sur toutes les transformations qu'on va chercher à obtenir chez ce nageur. Donc j'ai pris un exemple, les transformations qui peuvent être induites par le modèle. Donc par exemple, pour augmenter la vitesse sur le début de l'épreuve, c'est-à-dire pour passer au premier 50 mètres de 26.2 à 32 mouvements, au lieu de 26.57 à 34 mouvements, ça implique un certain nombre de choses. Donc une augmentation de la distance par cycle et une augmentation de la fréquence, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est que l'effet observable de une diminution des résistances à l'avancement, donc une construction du corps projectile, une modification des capacités de coordination et une augmentation de la puissance musculaire spécifique. Donc cette augmentation de puissance musculaire spécifique, donc là je vais un peu vite, mais elle est pour nous liée à deux choses, une meilleure utilisation de la force, c'est-à-dire une construction du corps propulseur, et une augmentation de cette force, donc qui soit la force et la force explosive. Donc ce qui me semble important, c'est d'insister un peu sur les rapports qu'il peut y avoir entre la puissance musculaire spécifique et la distance par cycle et la fréquence gestuelle. Donc j'ai essayé de partir d'un point, un temps T0. Donc on a deux nageurs, ou le même nageur, qui s'y prennent exactement de la même manière, mais il y en a un qui a une plus grande puissance spécifique que l'autre. Donc celui qui a une plus grande puissance spécifique, il va atteindre en un temps 1 une distance 1, alors que celui qui a une plus petite puissance spécifique, en temps 1, il va attendre une distance inférieure. Donc celui-là va créer plus de vitesse, donc il va pouvoir se déplacer plus loin. Et ainsi de suite. Donc sur la deuxième action, dans le temps 2, il va reparcourir une distance plus importante, alors que le deuxième nageur, qui a une plus petite puissance spécifique, il va parcourir encore une distance moins importante. Ce qui fait qu'au bout du compte, avec plus de puissance musculaire spécifique, on a moins d'action pour parcourir la même distance, mais plus rapidement. Puisque le premier nageur, il arrive à la distance 2 en un temps T2, alors que le deuxième nageur arrive à la distance 2 en un temps T3. Là, on a une fréquence identique et une augmentation de la distance par cycle. Donc ce raisonnement, il est également identique. On pourrait faire le même raisonnement pour les résistances à l'avancement. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre ici, pour deux nageurs qui ont la même puissance, celui qui a le moins de résistance à l'avancement, il va parcourir une distance plus importante que celui qui a plus de résistance à l'avancement.
Donc ça, c'est un peu notre mode de raisonnement sur l'augmentation de la vitesse au début de l'épreuve. Donc on peut faire aussi le constat dans un autre mode d'organisation, c'est-à-dire au temps t0, les deux nageurs vont parcourir la même distance, mais celui qui a la plus grande puissance va atteindre cette distance-là en un temps t1, alors que celui qui a une puissance moins importante va atteindre ce temps-là, cette distance-là, en un temps supérieur. Et ça va se reproduire une deuxième fois, voire une troisième fois, ce qui fait qu'au temps t3, le nageur qui a le plus de puissance spécifique est déjà arrivé au bout du bassin, alors que l'autre, il doit attendre, il arrivera un peu plus tard. Voilà. Donc ce qui fait que plus de puissance musculaire spécifique, c'est le même nombre d'actions pour parcourir la même distance, mais plus rapidement. C'est-à-dire que le nageur de dessus a fait le même nombre d'actions, mais il est arrivé bien avant. Donc là, on a une augmentation de la fréquence pour une distance par cycle identique. Ce modèle-là implique des transformations, je pense, un peu plus importantes au niveau des capacités de coordination, parce que le nageur doit être capable de recréer de la vitesse alors qu'il a une vitesse de déplacement plus importante. Alors que dans l'exemple précédent, le nageur recrée de la vitesse avec la même vitesse entre chaque action. Voilà, donc raisonnement identique pour la résonance avancement. Donc le deuxième point, c'est pour maintenir la vitesse sur la seconde partie de l'épreuve, dans notre modèle, donc maintenir environ 27 secondes 80, 27 secondes 60 à 35-36 mouvements au lieu de 28-4 à 38-39. Bon, on a un peu le même raisonnement, c'est qu'il faut maintenir la distance par cycle et la fréquence. Donc ça, c'est l'observation d'un maintien du corps projectile, d'une augmentation de l'endurance générale et d'une augmentation de l'endurance de puissance musculaire spécifique, qui pour nous est liée à une amélioration de l'endurance technique, donc un maintien du corps projectile dans la fatigue, et une augmentation des facteurs de force et de force endurance explosive. Donc, comment intégrer le développement de la force dans la construction de la performance? Donc, on a vu, donc à travers les exemples, on a vu que la force et la force endurance sont donc des composantes essentielles à la construction de la performance, au même titre que la construction du corps projectile et du corps propulseur, bien sûr. Donc l'entraînement, il va reposer sur un, le développement des qualités de force et de force endurance en salle, et deux, sur une transformation des savoir-faire natatoires, donc corps projectile, corps propulseur dans l'eau. Donc comment on intègre le développement de la force dans la construction de la performance? Donc dans la construction de notre corps projectile et de notre corps propulseur, donc on va mettre en place au début de chaque cycle d'entraînement une façon de nager qui est nouvelle pour le nageur, enfin on met en place une nouvelle manière de faire. Et donc cette nouvelle manière de faire, on va le mettre à l'épreuve de la durée. Donc nager longtemps, donc notamment avec une plus grande distance par cycle que ce qu'il faisait habituellement. Donc ça, on va le mettre à l'épreuve de la durée, la distance par cycle. Donc la faculté de nager avec une plus grande distance par cycle, la construction de ce corps projectile, ce corps propulseur, on va le mettre à l'épreuve d'une part de la durée et d'une part de la vitesse. Donc nager vite avec une grande distance par cycle. Et ça, au fur et à mesure de la construction de la performance dans le cycle d'entraînement, on va augmenter ces deux paramètres pour aller sur la performance qu'on a modélisée. Et ça, c'est possible par la transformation du corps projectile du corps propulseur, mais c'est bien, ce qui nous aide bien, c'est le développement des qualités physiques. Et donc, nous, on les aborde de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir un cycle de remise en condition. Après, on va avoir un cycle de force de base, donc qui va essentiellement permettre aux nageurs d'acquérir de la force, donc d'être plus capable d'être plus puissant, donc d'être capable de nager avec une plus grande distance par cycle sur des vitesses importantes. De l'autre côté, il nage longtemps, donc il apprend à bien utiliser sa force.
Après, on va avoir un deuxième cycle où on va être plus sur de la force explosive et de la force endurance. Donc là, c'est-à-dire qu'on va développer la force de base et on va intégrer de la vitesse pour aller sur de la force explosive. Alors que, puis quand on va mettre cette vitesse sur la force, la force de base, on va intégrer la force endurance. Hein, c'est élever le niveau de force de base et après le maintenir dans la durée. Et 10 minutes, Jean-Yo. Ouais. 10 minutes. Et après, donc on va faire durer cette force dans le temps, et après on va réintégrer de la vitesse sur la force endurance. Donc on a tout un schéma qui va du général au spécifique, hein, dans le développement de notre force. Donc comment on aborde le développement de la force? C'est-à-dire que on part du principe qu'on a on a une force générale, donc qui est sur des exercices généraux qui sont loin de l'activité physique. Donc on développe cette force générale sur ces exercices-là, hein, qui sont développé couché, tirage, squat, arraché, enfin un certain nombre d'exercices. Et donc on imagine qu'il y a une relation entre la force générale, la force max générale et la force endurance générale. C'est-à-dire que plus on va être, c'est ce qui a été dit, jusqu'à un certain niveau, plus on va être fort en force max, plus on va pouvoir faire durer cette force dans le temps. Après, on a donc il y a une construction qui va sur la performance. Donc après, on a des exercices orientés, donc qui sont plus spécifiques à l'activité natation, hein, qui seront le travail sur les rotateurs internes, sur la rétropulsion de l'épaule et sur l'extension du coude. Donc c'est des exercices qui sont plus proches de l'activité et du mouvement du nageur. Donc pareil, on a des relations entre la force max générale, c'est-à-dire l'individu qui va être plus fort au développé couché sera d'une manière générale plus fort sur ces exercices-là. Donc l'individu qui est plus fort au développé couché sur de la force max sera plus fort sur de la force endurance. Celui qui sera plus fort sur de la force endurance sur du développé couché sera plus fort sur de la force endurance sur ces exercices-là, et ainsi de suite. Et là aussi, on a des passerelles. Et donc après, on a des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques, donc sur des machines qui sont beaucoup plus proches de ce qui se fait dans l'eau. Donc là, j'ai mis sur le Nagero, donc qui est la machine développée par la fédération. Donc là, on va avoir une force explosive. Donc là, on va réinjecter de la vitesse. Donc une force explosive sur cet appareil. Et on a une force endurance sur cet appareil, pour finalement arriver sur la force endurance explosive, donc qui serait une simulation de l'épreuve au Nagero. Et donc ça, comme on l'a vu au début, ça intervient sur notre potentiel physique. Donc il y a toujours le parallèle à faire avec la technique, donc avec la construction du corps projectile et du corps propulseur. Et puis l'ensemble des paramètres qui interviennent sur la performance. Donc comment on met ça en œuvre au niveau de la semaine, donc l'entraînement. Donc au niveau de l'entraînement, on a une organisation de semaine qui est la suivante. Donc on a 3 séances de musculation par semaine. Donc quand on est en remise à condition, c'est 3 séances de remise en condition. Quand on est en force max, c'est 3 séances de force max. Quand on est en force endurance, il y a une séance de force explosive et 2 séances de force endurance. Puis après, quand on arrive dans la force endurance explosive, là on est plutôt sur une diminution du nombre de séances par semaine. Ce travail est lié avec le travail dans l'eau, c'est-à-dire que l'ensemble des séances en général est à dominante aérobie, donc pour éviter d'avoir une trop grande fatigue. Donc on a 3 séances, quand je mets spécifique, c'est des séances qui sont supérieures en intensité, mais qui ne sont pas sur des intensités importantes, très importantes, hein, puisqu'on reste sur des valeurs relativement faibles en lactate. C'est par rapport à ce qu'a dit Charlie Imbert tout à l'heure, c'est sur toutes les séances aérobie, on serait inférieur à 2-3 de lactate, et sur les séances spécifiques, on serait plutôt aux alentours entre 3 et 5. Voilà. Donc, et à chaque fois, il y a en fait par jour une séance un peu plus intensive, que ce soit la musculation, le travail dans l'eau, la musculation, le travail dans l'eau. Ça, c'est pour l'organisation de la semaine. Au niveau de la planification,
Donc chaque cycle d'entraînement, qui fait environ 12 à 16 semaines, se termine par une compétition objectif. Donc ça fait, en général, ça fait 3 cycles dans l'année. Et donc ce qu'on vise, c'est une augmentation de la performance sur cette compétition objective de cycle en cycle. Donc chaque cycle d'entraînement est constitué de 4 cycles de musculation, donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc chaque cycle fait 2 à 3 semaines. Ils sont composés de remise en condition, force de base, force explosive, force endurance et force endurance explosive. Et donc chaque cycle de musculation est séparé par une semaine de récupération. Voilà. Merci Jean-Yo. Franchement, les entraîneurs, ils maîtrisent bien le timing. Hein. Il reste du temps pour les questions. Ah ouais, oui, il reste des temps au moins pour 2 questions. Dans la salle, forcément. Je ne vois pas comment on peut poser une question dehors. Personne? Oui? Tu peux passer ton... Ah non, je vais passer le mien parce que sinon il faut que tu répondes. Alexandre Lemarle, comment vous négociez la pratique de la musculation à l'approche des compétitions? Est-ce que vous réduisez la cadence, vous arrêtez complètement? Sur les compétitions intermédiaires ou sur les compétitions objectives? Parce qu'en fait, on a 3 cycles dans l'année, donc il y a une construction de la performance qui va sur la compétition objective. Donc pour celle-là, on la négocie parce qu'on finit un dernier cycle de musculation par la force endurance explosive. Donc elle est complètement intégrée à la planification. Par contre, sur toutes les compétitions intermédiaires entre ces objectifs, eh ben, elles ne sont pas prises en compte. Ou alors, on adapte dans notre planification, s'il y a des compétitions, on les lie à une semaine de récupération. Vous arrêtez tout votre travail, je dirais, relativement intense en musculation, combien de temps avant, par exemple? Sur l'approche de la compétition, en fait, on arrête la force endurance, on l'arrête le dernier cycle de force endurance avant la force endurance explosive, puisque ça, c'est vraiment plutôt un entretien, et réinjecter de la vitesse, en fait, on l'arrête 4 semaines avant la compétition. Enfin, ça dépend de la compétition objective. La première compétition dans l'année, on va l'arrêter 2 semaines avant, la deuxième compétition, on va l'arrêter plutôt 3 semaines avant, et la dernière, on va l'arrêter un peu plus longtemps avant. D'accord, merci. Je savais pas que je ferais ça un jour. C'est juste une question sur la durée des cycles de renforcement musculaire. Vous avez donné de 2 à 3 semaines. Quelles sont vos indications pour ces durées? Parce qu'elles me paraissent quand même relativement brèves. Ouais, alors, 2 à 3 semaines, c'est-à-dire il y a toujours de la musculation, donc la remise en condition, ça dépend de la période dans l'année. Donc la remise en condition, c'est toujours 2 à 3 semaines. La force max, c'est toujours 2 à 3 semaines, puisqu'on part du principe que le niveau de force max n'est pas déterminant dans la performance, c'est plutôt le niveau de force endurance. Après, la force endurance, il est minimum de 3 semaines. En fonction de la période qui nous sépare de la compétition, on peut en faire un peu plus sur 5 semaines. On peut faire un cycle de 3 semaines, une semaine de récupération, un autre cycle de 2 ou 3 semaines. Et la force explosive, il est toujours de 1 à 2 semaines. La force endurance explosive à la fin est toujours de 1 à 2 semaines. Donc Philippe Mijon, je voulais juste revenir par rapport à votre, je dirais, remarque initiale. Donc vous aviez un nageur qui nageait une 51 avec 41 de fréquence, et après votre modèle théorique descendait à une 49 avec 32 ou 34 de fréquence. Non, c'était le coup de bras. Ah, coup de bras. Donc la seule chose, est-ce que cette différence est quand même assez importante? Est-ce que tous les nageurs peuvent passer sur cette démarche-là, ou est-ce que c'est éventuellement par rapport à l'aspect technique que l'on peut voir, est-ce qu'il peut y avoir des modifications? C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est que plus le nageur a un niveau de performance important, plus les solutions qu'il a pour progresser sont minimes, et plus le modèle est facile à faire en fait. C'est-à-dire que quand on est à un niveau de performance relativement faible, on a beaucoup de solutions pour y arriver, donc le modèle n'est pas forcément facile. Par contre, quand on atteint un niveau de performance relativement élevé, le modèle devient beaucoup plus facile, puisqu'on n'a pas beaucoup de solutions pour progresser. Donc à partir de là, le modèle est plus facile à faire. Mais
Non, puis le modèle, en fait, c'est quelque chose qui est construit intuitivement par rapport à toute la démarche qu'on a, en fait. C'est-à-dire que ça dépend. L'objet, c'est de gagner en distance par cycle. C'est de nager plus vite en augmentant la distance par cycle pour certains nageurs. Pour d'autres, ça peut être d'autres options qu'on prend. Ben non, c'était fini. C'était 2 questions. Merci Jean-Yo.